Bonjour à tous, nous sommes en direct. Bonjour. Bonjour Aurore Larcher. Bonjour à vous tous qui vous connectez actuellement. Merci d'avoir patienté pour ce léger retard. On essayait de stabiliser la vidéo d'Aurore pour avoir la meilleure qualité possible pour qu'on passe vraiment une bonne heure très agréable ensemble. Je vous remercie de vous être inscrits pour suivre cette nouvelle webconférence découverte en direct. Du bouleversement naît la conscience supérieure. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Aurore Larcher. Merci, moi aussi. Je suis très contente d'être là. En direct depuis la Martinique. Il fait très chaud ici. Ah ben alors nous, on est redescendu dans les froids. Donc moi, je suis à Paris, hein, donc voilà, je précise parce qu'on a également des personnes du Québec et de toute l'Europe qui nous regardent. Et des dom-toms, on vous salue. Alors, je disais, donc tu es auteur, hypnothérapeute. Mais c'était pas la carrière à laquelle tu te prédestinais. Parce que ce soir, on va parler un peu de ce qui a bouleversé ta vie. On va essayer d'appréhender le phénomène de l'éveil à travers ton témoignage, ton expérience. Et ça nous amènera aussi à revoir sous un autre œil, en fait, certains symboles de sagesse que nous ont laissés les civilisations anciennes. Déjà, je te remercie d'être avec nous. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Tu es l'auteur de 2 livres. Donc, le premier s'appelle La matrice originelle. Oui. Et le second, La conscience éveillée, vient de sortir. Donc, les deux sont disponibles aux éditions d'Hervy. Et La conscience éveillée s'arrache. Il a été numéro 1 sur Amazon. Il est en réédition. C'est bien ça? Oui, j'ai réimprimé au bout de 3 semaines, en fait. Donc, c'est vrai que il marche très bien. Je suis contente. Donc, ton histoire, en fait, parle à beaucoup de gens et fait beaucoup résonance. Et peut-être que vous aussi, qui nous regardez, avez probablement aussi connu un éveil. Alors, en tout cas, on va accueillir ton expérience de vie. Avec plaisir, avec plaisir. Ben, en fait, donc je travaillais chez, alors, je vais pas dire le nom, mais dans une grande entreprise nucléaire en tant que cadre supérieur. J'étais responsable de la performance des installations nucléaires, quelque chose d'assez compliqué. Puis j'ai travaillé dans la communication sur la sûreté, les rapports de sûreté externe, et j'ai eu un gros souci de santé. J'ai eu un problème, j'ai pas pu marcher pendant 2 ans. J'ai eu une opération qui ne s'est pas bien passée. Pendant 2 ans, j'ai pas pu marcher. Alors, quand je dis ça, c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire, je pouvais pas. Il y a 4 enfants à la maison. Je ne pouvais pas porter le linge pour aller les tendre. Enfin voilà, c'est des choses de femme, mais dans la vie, c'est extrêmement dur pendant 2 ans. En plus de la vie professionnelle, tu étais dans un milieu vraiment assez masculin et de compétition. Oui. Ah oui, complètement. Carriériste. Oui, et d'ailleurs, j'étais dans cette mouvance-là, hein, c'est-à-dire carriériste, working girl, il fallait y arriver. J'avais envie d'y arriver, quoi, d'être dans cette performance, etc. J'étais comme ça. Mais je sentais, je pense au fond de moi, hein, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas à ça, parce que j'ai toujours été plutôt quelqu'un je pense, de créatif, de calme, qui n'aime pas la compétition. Et donc, dans ce milieu-là, je me suis adaptée, mais c'était pas vraiment moi. Et en fait, avec ce problème de hanche, on a décidé avec mon mari de partir vivre en Martinique parce que j'ai été obligée de quitter mon travail, puisque mon travail consistait à se déplacer, etc. C'était plus possible. Et quand je suis arrivée en Martinique, je cherchais à faire un autre métier. Et donc, je suis retournée un petit peu dans ce que j'aimais dans mon enfance, c'est-à-dire la psychologie. Parce qu'à 11 ans, je lisais Freud, je peux travailler, en fait. Et donc, je me suis orientée vers ce métier-là. Mais alors, ce qui s'est passé, qui, je pense, intéresse du coup les gens et que j'explique vraiment dans mon livre, c'est que j'ai eu un éveil de conscience. Alors, j'étais dans mon jacuzzi. Les gens me disent jacuzzi, ça les fait rigoler, mais en fait en Martinique, on a souvent ce genre de choses, un petit jacuzzi où on peut se mettre dedans, parce qu'il fait très très chaud. Au Québec aussi, vous pouvez vivre l'éveil de conscience dans votre jacuzzi. On a beaucoup de jacuzzi au Québec. Voilà, c'est pas la même température, mais oui. Et en fait, je méditais, j'avais appris depuis peu à méditer pour soigner ma douleur de hanche. Et donc, j'avais trouvé ça exceptionnel parce que j'y arrivais très bien. Et en me mettant dans mon jacuzzi, je me suis retrouvée à quelques mètres au-dessus de mon jacuzzi. Et là, j'ai ressenti
tous les arbres, ce qu'il y avait à l'intérieur des arbres, j'ai ressenti la nature, j'ai ressenti tout ce qu'il y avait autour de moi. C'était une sensation très particulière, hein, j'avais vraiment l'impression de pouvoir être dans tous les arbres en même temps et de ressentir le grouillement à l'intérieur des arbres, en fait. Et toute cette nature-là, et dans l'espace d'un instant, il s'est passé autre chose, alors là, pour moi, d'exceptionnel, hein, surtout pour quelqu'un qui est plutôt rationnel à la base. J'ai eu l'impression vraiment, en l'espace d'une seconde, que j'étais connectée à tout. C'est-à-dire que j'avais une connaissance de tout ce qui se passait dans l'univers, j'avais les réponses à tout, et tout était là, au même endroit, et j'avais accès à toutes les réponses sur tout ce qui se passait partout. Évidemment, je suis ressortie de cette méditation, et en ressortant de cette méditation, c'était terrible, parce que tout s'est évaporé, j'avais plus de réponse à rien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet éveil, j'en ai pris conscience qu'après, parce que j'étais dans mon univers rationnel, j'avais pas du tout conscience que ce genre de choses pouvait arriver, j'en avais pas entendu parler, et donc pour moi, j'avais fait une sorte de méditation un peu particulière. Par contre, il en est resté le livre. Donc le premier livre, hein, celui-là, La matrice originelle, que j'ai écrit en 1 mois et demi. Alors que si on m'avait dit la veille, vous serez écrivain, j'aurais dit non, c'est pas possible, ça m'arrivera jamais, je ne sais pas écrire un livre, il faut du contenu pour écrire un livre. Et bien voilà, après ça, mon mari est rentré le soir, je l'ai inondé de questions, je lui ai dit, mais tu te rends compte, je peux écrire telle et telle chose, c'est incroyable. Et il me dit, mais où c'est que tu as toutes ces informations-là? Et je lui dis, ben, je sais pas, j'ai dû lire ça quand j'étais plus jeune, et c'est resté, c'est revenu, donc il faut que je l'écrive. Et je me suis mis à écrire. Donc ça a commencé comme ça. Et parce que ça se bousculait dans ta tête, tu pouvais pas garder toutes ces connaissances à l'intérieur de toi, c'est ça que tu as ressenti? Alors en fait, ce que j'ai ressenti, c'était très particulier, c'était comme si, j'entendais pas de voix, hein, c'était pas du tout ça, c'était comme si on me poussait à écrire, comme si j'étais sûre qu'il fallait que j'écrive. C'était une évidence en fait. Vous savez, un peu comme quand on est persuadé qu'on va réussir quelque chose, son examen. Ben moi, c'était une évidence. Il fallait que j'écrive ce livre, et donc je l'ai écrit très très vite, et je savais qu'il serait édité. Je savais qu'il serait édité, je sais pas, c'était une évidence pour moi en fait. C'était vraiment une évidence, et il a été édité quand même. Ça fait plusieurs hasards qui arrivent tous les jours, toutes les semaines, c'est quand même curieux. Et puis, jusqu'au jour où je suis allée faire une formation d'hypnose. Et pareil, cette formation est venue par synchronicité. J'explique tout ça dans mon livre d'ailleurs. Et alors là, ça a été terrible. Parce que là, en fait, le fait de partir en transe tout le temps, puisqu'en conscience modifiée tout le temps pendant la formation, ça a été pour moi extrêmement difficile. Parce que c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, et que enfin, au début, je me suis dit, j'ai perdu les pédales en fait. Hein. Au début, je me suis dit, j'ai perdu les pédales. Je me souviens même avoir dit au formateur, écoute, tu reprends tes trucs, j'arrête, je veux plus partir en hypnose, c'est terminé, je veux pas savoir ce qui se passe, parce que j'étais au courant de plein de choses, il y avait plein de choses qui rentraient dans ma tête, j'ai fait des expériences un peu de type chamanique, enfin des choses très particulières que je ne connaissais pas. Et là, en fait, la première chose pour moi, ça a été vraiment l'horreur, en fait. Des choses qui, aujourd'hui, je me rends compte que plein de gens aimeraient le vivre, parce qu'ils veulent avoir cette connexion. Et d'ailleurs, je leur dis, mais vous savez, c'était extrêmement douloureux pour moi, en fait. Hein. On ne se rend pas compte, mais j'ai même vu à un moment donné, je voyais les gens dans la rue, et je voyais comme s'il y avait des visages sur eux, en fait. Et c'était effrayant, hein. Ça n'a pas duré longtemps, cette expérience, ça a duré une journée, en fait. Et le formateur m'a refait des hypnoses après pour me recentrer. Et donc, toutes ces expériences-là, pour moi, elles ont été extrêmement dures. Voilà. Mais j'aurais su avant ce que c'était que enfin, tout ce que je connais maintenant, hein, la spiritualité, tous ces types de connexions, etc. J'aurais peut-être été moins effrayée. Mais je vous assure que j'ai été vraiment... ça a été terrible. Au début, c'était terrible. Parce que c'était une expérience spontanée, et dans ton entourage, tu n'as personne qui a pu te donner du répondant sur cette expérience, qui aurait pu te guider, et tu es allé chercher finalement des scientifiques pour pouvoir intégrer ça mentalement.
Oui, alors déjà, au début, il y a mon formateur qui m'a aidé beaucoup, parce que lui connaissait ça et donc il m'a aidé à me dire ça existe, il se passe des choses, mais bon après, je veux dire, la formation étant finie, on se retrouve seul avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire je prédisais des choses, hein, des tremblements de terre, enfin c'était terrible. Alors, à un moment donné, ça avait fini par me faire rigoler, mais en fait, je me disais non, c'est pas possible, il se passe quand même quelque chose. Donc, je me suis rapprochée d'ISNOE, qui est un institut en Suisse, en fait, qui étudie les consciences modifiées atypiques. Donc, je me suis rapprochée d'eux en leur disant qu'il me faut de l'aide parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis quelqu'un de très rationnel. Et là, je vois bien que c'est pas possible, quoi. Il se passe vraiment quelque chose de terrible. Et donc, je suis tombée donc sur Claude Charles Fourier, que je sois effrayée, qu'il fallait, que maintenant que c'était là, j'avais plus le choix, hein, donc il fallait avancer, il fallait que je note tout, que j'analyse un petit peu tout ça, que je regarde un petit peu la différence entre mon mental quand il se mettait, quand je partais en conscience modifiée, quand c'était le mental, quand c'était spontané, et donc c'était vraiment cette conscience qui agissait en moi. Et donc, bon, au fur et à mesure, j'ai fait mon chemin, je lui ai renvoyé des mails et on a évolué comme ça. J'ai été aidée aussi par d'autres personnes au fur et à mesure autour de moi qui m'ont expliqué un petit peu ce que c'était que la spiritualité, etc. Et au fur et à mesure, j'ai fait la part des choses. C'est-à-dire que au début, j'écoutais, je me disais, c'est quoi et puis comme je suis quand même quelqu'un de très rationnel à la base, même si on va dire qu'aujourd'hui je le suis beaucoup moins, j'ai fait la part des choses. C'est-à-dire que je me suis vraiment centrée en moi pour me dire, voilà, est-ce que ce que je vis, c'est juste? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Est-ce que ça me parle? Donc je n'écoutais plus vraiment ce que les gens me disaient sur la spiritualité, etc. J'ai maintenant bien compris qu'il y a quelque chose, mais maintenant j'écoute. J'écoute mes peurs, j'écoute tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui m'a permis peut-être, alors le second livre est arrivé aussi de manière un peu spectaculaire, hein, il est arrivé la nuit et je complétais par des analyses et des recherches le jour. Et donc voilà, il y avait des allers-retours comme ça. Il a été écrit en un mois et demi aussi, 2 mois peut-être. Et voilà, et je l'ai laissé vivre, c'est-à-dire, ça fait très longtemps que je l'ai écrit en fait. Hein. Je l'avais écrit 1 an avant la publication, mais bon, ça n'a pas pu être publié. J'ai simplement dit, ce livre, il sortira quand il aura besoin de sortir, quand ce sera son moment à lui en fait. Et heureusement, parce que Très Daniel m'a dit, heureusement qu'on ne l'a pas sorti tout de suite, parce que c'était pas possible avec le confinement, ils avaient tout fermé les librairies, etc. Et donc, au final, il est sorti quand il devait sortir. Voilà. Le juste timing. Le juste timing, ouais. Sans forcer, en fait. Hein, je me suis vraiment rendu compte que c'était... je me disais, non, il a été écrit comme ça, il m'appartient pas vraiment, même si, bon, c'est moi qui l'ai écrit, bien sûr, hein, je vais pas dire que je l'ai pas écrit, mais je sentais bien que, bon, il fallait le laisser vivre, en fait, et finalement, il est sorti là. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que de par ton travail dans ta vie, on va dire, très de cartésienne, ton ancienne vie, oui. Même si aujourd'hui tu es parvenu à établir un équilibre finalement entre le subtil et la matière, oui. Tu avais déjà cet outil de savoir écrire pour d'autres sujets. Mais alors, finalement, voilà, je ne sais pas si on peut dire les esprits, en tout cas l'intelligence supérieure, que ce soit ton moi supérieur ou des guides, etc., ont l'air quand même de choisir les personnes qui ont certaines qualités. Ensuite, ils ouvrent un petit peu le terrain, un peu beaucoup, mais c'est une qualité que tu as pu mettre à profit pour véhiculer ce message finalement. Oui, c'est vrai, parce que je vois le premier livre qui est entre science et spiritualité, donc je décris des détails de la science et je suis habituée en fait à vulgariser la science, de fait d'avoir fait de la communication sur la sûreté nucléaire. Donc effectivement, oui, alors c'est vrai que je me pose, enfin, j'entends ce que vous dites, hein, mais ce que tu dis, pardon, je me pose toujours cette question de me dire, mais pourquoi moi? Parce que j'étais dans ma petite vie, mais effectivement, bon, il y a ce côté, je ne peux pas nier, hein, il y a ce côté écriture. Donc il y a ça, et le côté rationnel, le côté analyse, parce que ça a toujours été un point fort. Oui, ce passé m'a sans doute aidé. Enfin, c'est même sûr.
D'ailleurs, il est à noter que finalement, cet accident, cette maladie, cet accident t'a permis un recul, t'a forcé au recul et au ralentissement, ce qui t'a amené à changer complètement d'environnement, parce que finalement, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'accueillir tout ce qui se produisait en toi dans ton ancien environnement. Ah, mais ça aurait été impossible. Parce que j'étais entourée de cadres, j'étais dans mon milieu, j'étais en région parisienne, métro, boulot, dodo, c'était impossible. Je pense que ça aurait été, peut-être, mais ça aurait été extrêmement compliqué. Et je pense qu'il fallait que je change d'environnement. Ça, c'est sûr. Et en tout cas, on m'aurait dit, tu vas devenir quelqu'un qui va expliquer des choses spirituelles. J'aurais dit, ah non, mais c'est pas possible. On m'aurait expliqué tout ça, j'aurais dit, ah, c'est pas moi, c'est pas possible. Non, il y a eu un réel changement. Et encore une fois, je ne dis pas, le changement, il est encore maintenant, c'est-à-dire la métamorphose, ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, parce que c'est une vraie métamorphose, elle est toujours en cours chez moi, en fait. Vous savez, j'ai toujours ce côté rationnel, ce côté contrôlante, parce que j'étais extrêmement contrôlante, qui est là, en fait. Je l'ai toujours. Et je me rends compte, même là, vous voyez, parce que juste avant cette émission, j'avais mal à la tête. J'avais cette tension en moi. Et en fait, c'est une tension qui marque le fait que j'ai toujours cette part de contrôle, en fait, quelque part. Donc, je me dis, il faut que je travaille là-dessus, parce que donc il y a toujours cette part-là, même si je suis beaucoup plus relâchée qu'avant. Faut être honnête quand même. Alors l'ego, le contrôle, tout ça, on va en parler. Oui. J'aimerais peut-être que tu nous donnes peut-être quelques indications. Justement, comment, par exemple, faire la part des choses lorsque tu reçois une information qui vient d'autres plans et celle du mental. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se manifeste chez toi? Oui, alors j'ai fait plusieurs expériences, et puis il y a eu des expériences spontanées. En fait, il y a deux choses. Quand ça arrive spontanément, c'est-à-dire quand j'ai une image spontanée, comme un flash, en fait, un flash de visualisation, là, on est vraiment dans cette conscience-là. Et je le ressens, c'est-à-dire c'est pas comme un rêve. C'est pas comme si on était dans un rêve où tout bouge, etc. Il y a une suite. C'est comme un flash dans lequel je suis. Je suis présente dans ce flash et ça dure quelques secondes. Même pas, enfin, je dirais 1 seconde, 2 secondes. Donc ça, je sais que là, je suis vraiment dans quelque chose de l'ordre de cette conscience-là, en fait. Par contre, il y a des fois où je me suis fait avoir, hein. Il y a des fois où juste après ce flash-là, j'y mets du mental. Et donc là, ça devient plus juste. Il y a une interprétation qui se fait derrière. Et une interprétation ou une imagination qui se fait derrière. Et là, c'est plus juste. Parce qu'en fait, quand il y a ce flash-là, c'est juste un flash. C'est un état du moment, en fait. Hein. Mais si après, je sors de cette conscience modifiée, que je dis « Ah, donc j'ai vu ça, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que », eh bien, c'est fichu. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'ai interprété. Ah oui, ça pourrait être juste, sauf qu'en fait, ça pourrait très bien ne pas être juste. Et je m'en suis rendu compte plein de fois. C'est qu'il y a des fois, c'est juste, mais il y a des fois, c'est de l'interprétation de mon mental. Par contre, le flash que j'ai vu, et je sens que c'est juste parce que je sais pas, c'est dans mon cœur, en fait. Dans mon cœur, c'est juste. Donc, il y a ça, et puis il y a... une fois, je me souviens que j'avais ressenti un tremblement de terre à l'avance. J'avais dit à mon mari, il va y avoir un tremblement de terre. Je le sens, je le sais. Là, je n'étais pas du tout en conscience modifiée. J'étais chez moi, normalement, et je le sentais. Mais là, j'étais dans mon corps. J'avais cette appréhension de ce tremblement de terre. Et j'étais comme un animal, vous savez, comme un chien. J'allais regarder, qui renifle un peu tout. Hein. Je le sentais, en fait. J'allais regarder les fenêtres, les meubles, etc. pour tout planquer. J'allais voir mes enfants pour les protéger, voir si tout était bien fermé, bien à sa place, il n'y avait pas de choses en hauteur. Et le lendemain, on a eu un gros tremblement de terre, en fait. Et un bon gros tremblement de terre. Hein. On a tous été obligés de sortir. Enfin bon. Et en fait, je l'avais senti la veille. Qu'est-ce que tu appelles la matrice originelle? Alors, bon, c'est tout un livre. Alors, si on pouvait condenser rapidement, ça t'est possible de nous expliquer?
En fait, dans la matrice originelle, je parle de la conscience et la mémoire de l'eau et de tous les derniers éléments de la science au niveau international qui prouvent qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde qui devient spirituel. Donc, je parle de la conscience animale, je parle de la conscience de l'eau, je parle d'énormément de choses, hein, aussi de la fleur de vie qui a été découvert en Égypte. Donc, je retourne déjà dans ce premier livre dans les sagesses ancestrales pour pouvoir justement montrer à quel point les Égyptiens à l'époque, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, étaient déjà des mathématiciens, des scientifiques en fait. Alors que nous aujourd'hui, bon, on fait des choses, mais ils n'avaient pas besoin de la science pour ça en fait. Ils étaient à la fois scientifiques et spirituels. Donc je refais un lien là-dessus. Et ce que j'appelle la matrice, c'est pour moi, c'est cette conscience éveillée quelque part de prendre en compte tout notre environnement, hein, notre passé, la science d'aujourd'hui, la science du futur, la biologie, tout ce qu'il y a autour de nous que nos ancêtres prenaient en compte, hein, puisqu'ils étaient aussi très analytiques. Mais aujourd'hui, pour moi, la matrice, c'est ça. C'est ne plus rester dans son coin avec juste des petites pensées parcellaires, mais se dire, ben non, 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 on est dans un monde beaucoup plus large et regarder, observer les animaux, par exemple, comme ils sont conscients des événements à l'avance. Observer comment la Terre se nettoie à travers des cyclones, par exemple. Voilà, donc j'explique tout ça. C'est-à-dire que tout ça fait partie de la matrice. Et on fait partie de cette matrice, qui est beaucoup plus éveillée que nous. Pour moi, c'est une conscience unifiée, en fait. C'est comme si tout était unifié et que il faut pas regarder les choses de manière parcellaire. Il faut regarder dans son intégralité, mais à chaque fois regarder les choses de manière beaucoup plus large. Vous voyez, on regarde l'eau telle qu'elle est aujourd'hui et on se dit, oh, on se baigne dans l'eau. Bon. Mais derrière, il y a des scientifiques qui sont en train de prouver que l'eau a une conscience, que l'eau a une mémoire, qu'on est constitué de 70% d'eau, on respire de l'eau, il y a de l'eau sur la planète. Vous voyez, et toute cette eau, on est en train de voir que finalement, elle a cette capacité de conscience. Donc on va beaucoup plus loin. Et même les anciennes civilisations le savaient, puisqu'en fait, ils faisaient ces espèces de rituels par l'eau, par le feu. Ils prenaient conscience de tous ces éléments-là. Et pour moi, c'est ça la matrice. C'est aller au-delà de ce que aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, métro, boulot, dodo, j'utilise l'eau pour boire, pour faire bouillir, monter, ou voilà. Eh bien non, 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 il y a bien autre chose. Dans les arbres, dans la nature, dans l'eau, dans l'air, etc. C'est ça. Alors, tant que cette conscience ne s'est pas élargie, ne s'est pas éveillée en nous, est-ce qu'il n'y a pas un danger de vouloir connaître ça et finalement d'y aller avec notre mental? Est-ce que le fait d'y aller par la pensée peut conduire à cette même expérience, d'après toi? Par exemple, se laver le visage le matin avec l'eau, si on commence à réfléchir, finalement, ça part pas du même endroit? Oui, alors justement, là-dessus, moi j'ai un avis un peu particulier, mais à chaque fois que je pars en conscience modifiée, par exemple, que je médite, déjà je n'utilise pas du tout les règles du yoga ou de la méditation, de ne pas avoir d'attente. Après, quand je bois de l'eau aujourd'hui, j'ai conscience à l'intérieur de moi, dans mon corps, que l'eau a quelque chose de merveilleux. J'ai conscience que les arbres ont quelque chose de merveilleux. Mais en fait, quand je vais boire de l'eau, je ne vais pas me dire oh, apporte-moi tout ce que tu dois m'apporter, en fait. Je vais simplement, j'ai conscience de ça. Donc je vais boire en me disant, de toute façon, ça fait du bien à mon corps, mais au-delà de mon corps, ça me fait du bien. Donc, vous voyez, alors après, ça va peut-être heurter certaines personnes, mais c'est vrai que bon, j'ai cette capacité ou compétence à pouvoir faire certaines choses peut-être différemment d'autres, mais en tout cas, je ne me suis jamais dit je vais arrêter de boire du petit punch, parce que ça m'arrive, ou je ne vais plus du tout manger de viande. Voilà, je vis normalement en fait, et je fais ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai conscience par contre de la nature, donc je ne vais pas gâcher la nourriture. Je ne gâcherai pas la nourriture. Ça, je fais le tri dans mes poubelles, etc. Je fais très attention à ça. Mais par contre, je me fais plaisir.
Et c'est ça qui est important, c'est se faire plaisir en fonction de ce que l'on est. Et si, par exemple, ce qu'on est, c'est avoir envie de faire la fête et de s'amuser, mais il faut faire ce qu'on aime, en fait. C'est quand on est heureux et qu'on est bien dans son corps qu'il peut se passer plein de choses. Et que les énergies circulent bien. Mais ça, c'est un point important. Merci de l'avoir précisé. Est-ce que tu avais déjà des prédispositions avant cela? Alors, à se mettre dans cet état de réceptivité? Alors déjà, avant ça, je n'avais jamais fait de méditation. C'est-à-dire, j'ai commencé la méditation le jour où j'ai lu qu'on pouvait soigner des douleurs avec la méditation. Donc, avant ça, j'en avais jamais fait. Par contre, petite, j'avais eu quand mon grand-père est mort, par exemple, je me souviens, je vivais chez mon père et j'avais réveillé mon frère en pleine nuit en pleurant. J'avais vu les sillons des volets former la tête de mon grand-père et je savais à l'intérieur de mon corps que mon grand-père était mort. Et j'avais dit à mon frère, viens avec moi, j'ai peur, papy est mort. Il me dit, mais non. Puis, je sais pas, il était 3 heures du matin, il me dit, va te coucher. Mais je pleurais beaucoup. Et en fait, il est mort à 3 heures du matin. On l'a su après par mon père, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. On l'a su par mon père qu'il était décédé à ce moment-là. Donc j'ai eu des petites expériences comme ça, mais de manière très parcellaire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une meilleure comme ça qui Snowy l'explique. Je m'étais fermée à tout ça et que sans doute au fur et à mesure, les capacités s'ouvrent parce qu'au fur et à mesure, j'ai de moins en moins peur, peut-être, ou je me laisse de plus en plus aller, je ne sais pas. Mais j'avais fermé tout ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Est-ce que, du coup, peut-être oui, que c'était déjà là avant. Je ne sais pas, sans doute que oui. Est-ce que dans ta famille, tu as des personnes, par exemple, tes parents ou frères et sœurs, enfin, est-ce que tu as des personnes qui ont aussi, peut-être sans le reconnaître ou peut-être dans le déni, mais est-ce qu'ils ont des ouvertures similaires? Alors, je vais vous dire quelque chose, mais mon père va peut-être pas être très heureux, mais je pense qu'il n'écoute pas là, donc je vais pouvoir vous le dire en secret. C'est que mon père était un ingénieur haut niveau, il travaillait chez Dassault en fait, dans une grosse société, et donc il avait cette carrure aussi, voilà. Et un jour, enfin moi, il a toujours voulu que je travaille, normal, il attendait de moi que je sois à la hauteur de la société en fait. Et quand il m'est arrivé tout ça, à un moment donné, je lui ai dit, écoute papa, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais voilà ce qui m'arrive. Et voilà ce que je vois, et voilà ce que je suis, et voilà ce que je suis en train de me rendre compte. Et donc, et là, il a fini par m'avouer qu'en fait, quand il était jeune, il avait fait des voyages astro. Et que il avait complètement nié ça parce que à son travail, c'était pas possible de parler de ça. Donc, il l'avait gardé en lui. Il n'en avait jamais parlé, il n'avait parlé à personne. Et donc, il m'en a parlé à moi il y a quelques années, quoi. Et là, il s'est complètement ouvert à moi et depuis, on a des échanges sur ce sujet qui sont très intéressants parce que lui, il avait fait ses petites recherches de son côté sans rien dire à personne, en fait. Et il m'a dit que sa grand-mère avait aussi quelques capacités qu'il entendait quand il était petit. Et voilà. Ma mère aussi. Vous savez, ma mère, en fait, ils sont 7 frères et sœurs et dans leur famille aussi, je crois qu'il y avait des gens, mais ils sont plus enclins à ça parce que moi j'ai des origines chinoises, réunionnaises, donc c'est plus ouvert à ce genre de choses. Donc ma mère aussi, de son côté, je pense qu'il y avait peut-être des choses, mais ma mère, elle refuse tout ça parce qu'elle en a très peur en fait. Donc voilà. Et oui, et on n'en avait même pas parlé avant. Peu en parlent, mais c'est vrai que beaucoup de personnes font des expériences avec l'invisible et puis le temps avance. Donc, je te propose de nous diriger vers l'étude des symboles, mais avant cela, juste Olivier demande qu'est-ce que ça a changé? Parce que c'est arrivé il y a combien de temps cet éveil de conscience? Et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta manière de vivre?
comme je dirais beaucoup de gens qui habitent à Paris, c'est-à-dire vraiment dès que je sortais, il fallait que je sois souriante, même si ça n'allait pas. Dans mon travail, il fallait que je sois brillante. J'avais énormément de masques en fait. Donc ce que ça m'a apporté et ce que ça m'apporte maintenant et ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que je suis de plus en plus simple. La vie devient simple, les choses deviennent simples et je pense que je deviens vraiment moi-même en fait. Voilà, ça m'a apporté ça. Et après, je vais en parler à travers les symboles. Il y a une sacrée métamorphose, c'est-à-dire que c'est arrivé, mais c'est arrivé aussi avec tout le package de transformation à faire, c'est-à-dire les émotions à transmuter. Donc il y a eu un gros travail de transmutation, de transformation à faire. Et ça, j'en parle à travers les symboles, justement. Mais ça m'apporte... Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça m'apporte de la sagesse. J'ai vraiment cette impression-là au fond de moi, même si je ne suis pas forcément ça, je suis un être humain, hein, comme tout le monde, mais je veux dire, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a une sagesse qui s'installe, en fait, qui s'installe doucement. Je crois que c'est ça. Léa demande si dans toutes ces manifestations que tu vis, il y a une spécificité qui se serait dégagée par rapport à qui tu es. Une spécificité, c'est-à-dire comment dire, une manière de ressentir, une capacité privilégiée. Oui, alors en fait, je ressens les choses à l'avance. Quand ça me concerne, je les ressens à l'avance, je les sais à l'avance. Mais c'est à l'intérieur de moi. Après, je ressens beaucoup les gens. Je suis hypnothérapeute. Des fois, je ressens si c'est faux, si c'est juste. Mais je peux pas dire je le ressens comme avant, c'est-à-dire à ressentir les gens, c'est que ça vibre à l'intérieur de moi en fait. Si c'est juste, ça vibre. Si ça, je sais pas comment l'expliquer, hein. Si c'est pas juste, ça vibre pas. Et des fois, voilà, j'ai cette capacité à pouvoir me connecter à l'autre, aux arbres aussi. Hein. Ça, je me connecte à la nature assez facilement. Hein. Je me baigne dans la terre en fait. Hein. Je me baigne dans la terre. J'ai peur des insectes, encore une fois, mais j'arrive à me mettre à l'intérieur et à sentir ce grouillement et je sais pas, même à sentir l'odeur de la terre et j'adore ça en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'arrive à faire. Après je force pas, hein, donc je me laisse évoluer en fait. Hein. Je me laisse évoluer. Et qu'est-ce que l'hypnose apporte? Alors tu as apporté... tu as parlé brièvement d'expériences très difficiles, mais tu es devenue hypnothérapeute aussi. Et on a voilà, plusieurs personnes qui souhaiteraient savoir eh bien, en quoi l'hypnose pourrait les aider. Alors, l'hypnose, et alors, après, on va peut-être passer justement au symbole parce que justement, c'est à travers cette symbolique dont je vais parler, on voit que l'inconscient est extrêmement, comment dire, stable par rapport au conscient. C'est-à-dire, on est conscient des choses, mais notre inconscient, lui, il a cette capacité à tout retenir. On rentre dans une pièce, l'inconscient sait où sont les prises électriques, etc. Il a déjà tout enregistré. Nous, consciemment, on sait juste que dans la pièce, il y a un fauteuil, une télé, et voilà. Mais donc, l'inconscient, il enregistre tout ça. Et donc, à partir du moment où on se connecte à son inconscient, on se connecte à tous ces mécanismes intérieurs. On se connecte à tout ce qui fait, tout ce qu'on a vu, tout ce que l'on est, et donc on peut changer ces mécanismes. Et on peut du coup se regarder de l'intérieur. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je m'observe de l'intérieur en fait. Quand je me mets en conscience modifiée, je m'observe de l'intérieur. Je prends plaisir à ressentir mes pieds, mes jambes, etc. Tu as eu un accès à une connaissance spontanée et universelle, et les symboles des civilisations anciennes t'ont beaucoup parlé. Alors, oui. Alors, on commence par le yin et le yang. C'est dans ce livre-là, justement, que le dernier, hein, qui est sorti, où je parle vraiment de mon éveil, mais aussi de tous ces symboles. Et en fait, le yin et le yang, en commençant par le yin et le yang, ce qui est important dans l'éveil, c'est qu'en fait, on sait à travers le yin et le yang que on a une part inconsciente, hein, que vous allez voir à travers cette part noire, vous voyez, qui a toujours fait peur. Cette part noire, on dit toujours c'est le mauvais qui est à l'intérieur de nous, mais c'est pas vrai. En fait, c'est la part inconsciente, la part
non visible, la part lunaire, la part justement de cette conscience en fait, peut-être supérieure. Et la part yang, c'est la part active, la part qui bouge énormément, la part métro boulot dodo, celle qui veut y arriver. D'ailleurs, l'ego est rattaché à cette part yang. Hein. Et en fait, pour s'éveiller, avant de monter dans cet éveil, il faut absolument que ces deux parts soient unifiées. C'est-à-dire qu'on ait compris qu'on a à la fois cette part yang, très active, d'ailleurs le monde est plutôt yang aujourd'hui, et qu'il faut absolument aller chercher notre part inactive, notre part d'inconscient, cette part yin, et il faut l'harmoniser. Le yin et le yang, c'est l'harmonie de ces deux parts. Et ça marche pour l'être humain, mais ça marche pour tout. Vous voyez, aujourd'hui, on a cette situation de Covid, mais c'est aussi sans doute parce qu'on a tiré sur la ficelle énormément. Hein, on a abîmé la planète, on était trop dans l'actif en fait. Hein, et à un moment donné, la vie nous dit stop. Maintenant, il va falloir retourner dans son introspection. Et quelque part, ce coronavirus nous permet de rentrer en introspection, nous permet d'aller chercher notre part yin, nous permet de nous dire mais qui je suis vraiment, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me correspond, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ça que je dois faire, est-ce que courir dans tous les sens, est-ce que c'est bien pour moi, et donc voilà, et la première chose pour s'éveiller, c'est justement faire de l'harmonie de ces deux parts-là. Et le yin et le yang, ils nous offrent cette part duelle, en fait, qui est très complémentaire. Et de se dire, aujourd'hui, je dois faire l'équilibre entre ces deux parts. Sinon, je ne m'harmoniserai pas. Et je ne vais pas pouvoir m'éveiller. Parce que je ne serai pas équilibrée. Je dois aller chercher dans mon inconscient. Je dois aller méditer, faire du yoga, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans mon inconscient, à l'intérieur de moi, m'observer moi. Et ce qui est curieux, c'est que vous voyez, la part yin, c'est la part lunaire. Et dans la spiritualité, on dit toujours, il y a l'attrait à la lune, l'attrait justement aussi à ces parts un peu d'ombre, qu'on peut considérer comme négatives, mais elles ne sont pas négatives du tout. C'est des parts de peur, et en fait, il faut accepter toutes ces parts. Accepter ces parts de peur, ces parts de « ah bah oui, je suis bien, mais je suis aussi ça. Je suis aussi quelqu'un de contrôlant, je suis aussi... » Voilà, ça fait partie de moi, il faut les accepter, tout ça. Il faut faire son harmonie interne, en fait. Hein. Je suis tout ça et je dois m'accueillir dans tout ce que je suis. Et à partir de ce moment-là, on peut s'éveiller. Mais tant que ça, c'est pas fait, c'est compliqué. Parce qu'il faut être en accord avec soi. Moi, après, quand j'ai eu ce problème de hanche, j'ai fait une grosse introspection et je pense vraiment, mais sincèrement, que tout ça s'est arrivé parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bah, je peux pas marcher, eh ben tant pis. Je suis là, je suis bien, voilà, je suis là, ben voilà, c'est tout. Et ben tant pis, je suis une femme, je serai plus comme avant, ben c'est pas grave. Et en fait, c'est à partir de là que les choses ont commencé à s'ouvrir. Quand j'ai accepté tout ce que j'étais. Donc, après, une fois que ça arrive, en général, du coup, on peut se connecter à autre chose. Quelque chose d'un petit peu ternaire, en fait. Hein. Là, on a le symbole de dualité, de complémentarité. C'est binaire, en fait. Hein. Mais après, on se connecte à quelque chose de ternaire. Et c'est là où je parle du caducée. Ce fameux caducée, il représente, en fait, la guérison aux États-Unis. En France, nous, on a choisi juste un seul serpent pour les pharmacies, etc. Mais aux États-Unis, il représente la guérison. Ce caducée, il est très intéressant parce que, en fait, vous voyez les deux serpents, ce sont la part yin et la part yang. Et alors, ce qu'il est dit dans la mythologie grecque, c'est que Hermès Trismégiste, qui était un dieu, est allé un jour sur un mont et il a vu deux serpents qui se battaient en duel. Vous voyez, ces deux parts de nous-mêmes là, qui se battent, je suis pas d'accord, etc. Et à un moment donné, il a planté son bâton. Et au moment où il a planté son bâton, les deux serpents se sont figés. Et là, ils ont commencé à évoluer pour aller vers ses ailes. Vous voyez ? Et donc, ce symbole qui est le symbole de la guérison, il est extrêmement important parce que on peut faire l'analogie avec le mythe d'Isis et d'Osiris.
savez, en Égypte, les serpents étaient vénérés parce qu'ils considéraient le serpent comme le symbole de la transformation. Donc c'est incroyable que finalement, dans ce caducée, on ait ce serpent. C'est pas un hasard. Les Égyptiens, pour eux, le serpent était le symbole de la transmutation et de la transformation. Et alors, une chose importante, c'est qu'à travers l'histoire, par exemple, d'Isis, que l'on voit là, et d'Osiris, on a complètement cette transformation on la voit réellement. Par exemple, Osiris, qui était un roi très vénéré en Égypte, un dieu qui faisait beaucoup de choses, très actif, etc., était marié à Isis. Je vous passe les détails. Il était marié à Isis, et son frère Seth, qui représente l'ego, a tué à un moment donné Osiris. Il l'a découpé en morceaux et a jeté les morceaux dans le Nil. Et alors ce que j'explique dans ce livre, entre autres, c'est que Isis, qui représente cette part d'ombre, Isis c'est la magicienne en fait, dans la mythologie égyptienne. C'est la magicienne, c'est celle qui est derrière, dont on ne parle pas trop. C'est justement cette part yin, cette part d'ombre, cette part lunaire en fait, est allée chercher les morceaux d'Osiris. Donc elle est allée chercher ces morceaux qu'on pourrait parler par analogie, les morceaux d'âme. Et là, on fait vraiment un vrai parallèle avec le chamanisme. Et vous voyez, comme finalement tout se rejoint, le chamanisme, on parle des morceaux d'âme avec les hommes médecines qui, pour guérir à travers des rituels, allaient chercher les morceaux d'âme. Et d'ailleurs, nos médecins aujourd'hui, finalement, ne s'en rendent pas compte, mais les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font. Moi, quand je fais des suivis thérapeutiques, je dis pas je vais chercher vos morceaux d'âme, mais je dis je vais chercher à l'intérieur de vous-même ce que vous avez perdu. Je vais rassembler à l'intérieur de vous ce qui était part en fait. Et puis c'est la même chose. Et donc Isis est allée chercher tous ces morceaux d'Osiris. Elle a reconstitué Osiris, elle l'a momifié. Elle s'est mise sur lui, elle a déployé ses ailes, et en déployant ses ailes, elle a créé Horus. Donc, et Osiris est devenu un dieu, le dieu du passage entre la vie et la mort. Vous voyez, c'est-à-dire en rassemblant l'ensemble de ces morceaux, tout comme un psychologue va aller rassembler l'ensemble des morceaux d'une personne parce qu'elle a oublié son passé, par exemple, c'est juste une analogie, en rassemblant l'ensemble de ces morceaux, elle a réussi à créer un dieu. Elle a réussi à créer une troisième énergie, Horus. Et Horus, il a quelque chose d'extraordinaire, puisque Horus s'est battu contre Seth, qui est considéré comme l'ego. Et en se battant contre Seth, il a gagné. Et aujourd'hui, on a par exemple l'œil d'Horus, qui est considéré comme le symbole de la protection, de la guérison, etc. Vous voyez, dans la mythologie égyptienne, ou grecque, ou même chinoise à travers le yin et le yang, tout ça se rejoint complètement et on peut voir qu'on peut découvrir chaque morceau de l'éveil à travers tout ça. Et je dirais que l'éveil n'est pas plus compliqué que finalement ce qu'on fait aujourd'hui à travers une guérison d'un thérapeute, d'un bon thérapeute. Vous voyez, mais bon, évidemment, on va beaucoup plus loin, puisqu'on va utiliser dans l'éveil, on va utiliser des choses un peu plus spirituelles, mais au final, nos anciennes civilisations, c'est ce qu'ils faisaient. Guérissaient à travers une autre dimension, cette conscience éveillée, et ils arrivaient, grâce à ce qu'ils appelaient la magie, et finalement c'est quelque chose qu'on a en nous, à pouvoir reconnecter toutes les parts de soi-même. Notre propre dualité ensemble, mais en y ajoutant une troisième énergie qui est cette conscience par laquelle on peut accéder en évoluant, tel le caducée. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je parle aussi dans mon livre, et au fur et à mesure, ça se complexifie, mais je parle de l'arbre du caducée, l'arbre de vie. Voilà, l'arbre de caducée, en fait, c'est un arbre de vie où on voit ses parts yin et yang aussi. Et à travers cet arbre, il y a quelque chose d'important, c'est que cet arbre, là, je ne te l'ai pas envoyé comme ça, mais on voit un serpent qui monte entre tous ces lacets, ces chemins qui sont des voies de sagesse. Et en fait, cet arbre, c'est finalement un petit peu comme
je dirais l'arbre, comme le caducée, c'est finalement ces serpents qui montent dans chaque sphère. Et dans chaque sphère, c'est très bien décrit dans mon livre, il y a des méthodes de guérison. Il y a des passages obligatoires qu'il va falloir retirer, toutes ces peaux. Par exemple, il y a le passage du jugement des autres. C'est-à-dire que, en fait, dans ce caducée, ils expliquent que la lumière descend par la couronne, vous voyez, elle descend, puis elle va alimenter toutes ces sphères, et en alimentant toutes ces sphères, elle va structurer l'être. Et quand l'être qui, lui, est en bas, va grimper dans toutes ces sphères, il va être obligé de passer par des chemins qu'il n'a pas encore acquis pour pouvoir retirer son ego, ses peurs, etc. Pour pouvoir retirer la passion, le jugement, l'ego, etc. Et cette lumière va l'aider à retirer ça. Va l'aider à retirer ça, parce qu'en fait, le seul objectif, c'est de devenir lui-même. Et donc, en passant à travers ce chemin, il va retirer le jugement. Il va se dépassionner des choses. Il va retirer tout ce qui est matière. Il va retirer tout ce qui n'est pas lui, en fait. Il va retirer tous ces masques. Aujourd'hui, on a les masques pour le Covid. Vous voyez, derrière, nous, on avait des masques. Et ces masques-là, en fait, en passant par ces sphères, on va les retirer au fur et à mesure. Et c'est très bien décrit, hein, l'arbre des séphirotes. Ce qui est incroyable, c'est que cet arbre, il date de... alors, je crois que les dernières traces que l'on avait sont vers 2000 avant Jésus-Christ, mais on a du mal à le dater et même à en trouver la source. Mais en revanche, ce qui est incroyable de sagesse, c'est que là, je vous le décris très rapidement, mais il y a une sagesse à l'intérieur qui est incroyable. Et quand on regarde l'évolution que l'on peut avoir en passant à travers ces sphères, on se dit, mais ok, l'éveil existe vraiment et il y a un vrai travail à faire sur soi. Et ben moi, je l'ai vécu, hein, j'ai vécu ce travail. C'est un travail... un jour, je me suis retrouvée, moi qui n'avais pas d'émotion, parce que je travaillais... j'avais appris à ne pas avoir d'émotions. Un jour, je me suis retrouvée mais avec des émotions qui sont arrivées, j'arrivais plus, c'est comme si j'arrivais plus à les contenir à l'intérieur de moi, elles sont sorties d'un coup, je me suis mis à pleurer. J'ai appelé une amie, je lui ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, j'arrive pas, je pleure, j'arrive pas à garder ça à l'intérieur de moi. Et bon, j'ai appris à accueillir mes émotions, à savoir que ça existait en moi et qu'il fallait que je les accepte. Donc ce chemin, c'est aussi ça. Et ce n'est pas qu'elles n'étaient pas là, elles étaient enfuies alors. Elles étaient masquées en fait, je pense. Elles étaient à l'intérieur et elles ne s'exprimaient pas. Elles ne s'exprimaient pas. Et à un moment donné, dans toute cette transformation qui a pris, vous voyez, maintenant ça fait 5 ans, 4 ans, donc toute cette transformation qui a été assez rapide, hein, parce que j'ai vécu pas mal de choses. Il a fallu que je travaille sur la mort, sur les émotions, sur le jugement aussi, sur beaucoup de choses en fait que j'ai remis en question, que j'ai appris à voir à l'intérieur de moi, parce que j'apprenais avec cet équilibre-là, j'avais appris à regarder à l'intérieur de moi. C'est ça, tu as vraiment vécu un retournement, c'est-à-dire que avant tu ne posais pas ce regard de l'intérieur. Mais non, je m'inquiétais pas du tout de savoir qui j'étais ce que j'étais, et puis j'essayais d'être au mieux, mais après ça, quand j'ai trouvé cet équilibre, je pense qu'il y a vraiment une part de moi, comme un observateur extérieur, qui se regardait de l'intérieur en disant « Ah, mais là, tu es en train de juger. Là, finalement, là, quand tu parles à la personne, tu te parles à toi. » Et donc, j'ai appris, en fait, à travailler sur moi, parce que je me regardais de l'extérieur en me disant « Non, mais là, ça ne concerne pas l'autre, ça me concerne moi. Là, je porte un jugement parce que ça me touche, moi. Donc, je vais travailler là-dessus. Je vais comprendre pourquoi. Et donc c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que je me suis regardée. Vous savez, dans notre quotidien avant, on a tendance à regarder à l'extérieur. Ah bah tiens, il y a ça, même les magasins, etc. On regarde tout à l'extérieur. Aujourd'hui, grâce à la méditation, à cet équilibre que j'ai trouvé, à cette transformation qui arrive, je me regarde comme un observateur en fait, de l'intérieur. Et je me dis, mais ah oui, non, mais là, il y a quelque chose. Vous voyez, là, j'avais eu mal à la tête avant de venir dans cette émission, ce qui est normal, parce que c'est toujours effrayant un petit peu de passer un petit peu, de se livrer, etc. Enfin, je suis un être humain comme tout le monde. Et j'avais ce mal de tête, et je me dis, bon,
il va falloir encore que je travaille un petit peu le lâcher prise, quoi. Voilà. Et boire un petit peu plus de tiponche, moi je dis aussi. Peut-être, peut-être, juste avant l'émission, il faudra que j'essaye. C'est possible. Alors, voilà. donc tu parles de la conscience, du regard de la conscience et non plus du regard uniquement de l'ego. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu utilises l'ego, puisque finalement, tant qu'on est incarné, eh bien, il est là et il est utile. Ouais. Comment tu te positionnes dans la vie sans être l'esclave de l'ego? Alors, il y a des moments où je suis esclave de l'ego, hein. Ça c'est sûr, hein. Parce qu'après je me regarde et puis je me dis ah non mais là c'est mon ego, c'est mes peurs en fait, parce que l'ego c'est les peurs. Dès qu'on a une peur, dès qu'on a une émotion, dès qu'on a quelque chose qui nous traverse qui va pas bien, alors là c'est clair, c'est que c'est l'ego qui est là et qui fait hey, toc toc, je suis là, moi je te mets des peurs parce que attention, il va falloir que tu contrôles, etc. Donc j'observe ça. Alors des fois je l'observe après, dommage, il vaut mieux l'observer avant, mais enfin pendant. Mais j'observe ça, je dis ah là il y a une peur, il y a une peur, donc cette peur elle est chez moi, et bien je vais essayer de comprendre d'où elle me met en introspection, je m'allonge et je parle à mon ego en fait. Je lui dis je t'entends, tu es là, je sais que tu as peur, je sais que tu corresponds à une blessure à l'intérieur de moi, que je suis en train de travailler, que je suis en train d'essayer de comprendre, je sais que tu es là. Maintenant, là, il n'y a pas lieu d'avoir peur. On va essayer ensemble d'avancer. C'est comme ça que... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est comme ça que je fais, en fait. Et ce n'est pas un travail comme ça, hein. Mais au fur et à mesure, les choses s'abaissent. C'est-à-dire qu'avant, là où il était là, où je n'avais pas du tout conscience qu'il était là, maintenant, il est là et puis il s'apaise d'ailleurs. C'est-à-dire, quand je lui parle et que je lui dis « je sais que tu es là », quelque part, il y a quelque chose en moi qui s'apaise. C'est comme si... Dès que tu es à l'écoute de cette partie-là. Oui, c'est comme si... J'en rigole presque des fois. Je dis, bon, voilà, t'es encore là, d'accord, on va... Il n'y a rien. Je reviens dans le moment présent. Alors ça, c'est extrêmement important. Hein. Moi, je ne comprenais pas. On me disait, mais il faut revenir au moment présent. Mais je dis, mais c'est quoi le moment présent? Mais qu'est-ce que c'est le moment présent? Je suis là, j'y suis. Et je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Il y a plein de choses comme ça que je ne comprenais pas. Et donc, maintenant, j'ai compris. Enfin, voilà, le moment présent, c'est ne plus penser à l'avenir qui sera comme ça, ne pas, par exemple, pour le Covid, ne pas penser que mes parents, moi, ma famille pourraient être malades, ne pas penser au passé, mais juste me dire là, je suis là, je suis avec Estelle, tout va bien, il fait beau, ça va, je suis là, dans ce moment présent. Et il ne se passe rien. Il n'y a pas de Covid là, il n'y a rien, je suis là. Et bien ça aide énormément, hein. Juste se dire, je suis là et il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste moi et tout va bien. Les oiseaux chantent. C'est vrai, on les entend. Voilà. Et Philippe demande, qu'appelez-vous conscience universelle? Est-ce une conscience collective? Alors pour moi, en tout cas tel que je l'ai vécu à travers mon expérience de connexion au tout, si on peut parler de conscience universelle ou unifiée, c'est ça. J'ai eu tellement cette sensation que tout était là en un seul point que je me dis non mais il y a bien quelque chose en un point en fait. Et donc cette conscience universelle, elle est là unique, mais en même temps, elle est tout. Elle était en un point, mais elle était partout en fait. C'est la conscience de tout. Donc oui, c'est une conscience collective. Et je pense vraiment d'ailleurs que cette peur du Covid, c'est important d'essayer de travailler ça parce que c'est une peur collective et donc c'est une conscience collective. Et donc voilà, moi j'essaye vraiment de travailler sur la pensée positive. J'en parle dans le premier livre d'ailleurs. C'est extrêmement important parce que plus on pense positif, plus finalement on émet des vibrations positives et plus finalement sur notre chemin on rayonne et on fait participer le monde autour de nous à ça. Et c'est important. Et d'ailleurs aujourd'hui les scientifiques sont en train de le prouver, hein, que finalement il y a une conscience collective à travers des vibrations qui se passent et qu'il faut absolument, enfin que quelque part une pensée positive est quand même permet d'être dans des vibrations positives. C'est comme des aimants, hein. Pourquoi on serait différent que finalement des aimants?
Si on aligne la pensée avec le ressenti, parce que j'ai vu des cas de pensée positive où finalement c'était creux, et puis ça créait plus de dualité qu'autre chose. Ah oui, alors je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais il ne faut pas avoir une pensée positive pour avoir une pensée positive. Hein? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est un état d'être en fait. Beaucoup de théories qui nous viennent, beaucoup Moi, il y a d'Amérique, nous plein de... invitent à penser positif, du Oui, style, je dis n'importe quoi, mais je suis beau, je suis riche, voilà. Et puis oui, ça mais va arriver. C'est un peu le côté avec la loi d'attraction. oui, alors Euh, peut-être que ça fonctionne comme ça, mais en fait, c'est pas une question. Enfin, moi, je pense que c'est pas une question de le penser en disant je vais mhm, être riche, je vais être riche, je vais être riche, par mhm. exemple. C'est une question de l'incarner au fond de De le soi, vibrer. de le vibrer. Euh, Moi, c'est pas, il faut pas se dire tous les jours, je pense que je vais machin. Alors, la méthode Coué peut marcher, bien sûr, c'est évident, mais il faut vraiment être à l'intérieur de soi comme ça. Et pour ça, il faut avoir cet équilibre de. Et puis, très honnêtement, il y a des fois, on n'est pas enclin à penser de manière positive. Enfin, et c'est juste. C'est juste. Il y a des fois, on est énervé, on est en colère, on n'est pas content. Et ben, on n'est pas content. Alors, Et ça on est m'amène à des êtres notre... humains. c'est bien de le préciser parce que tu as parlé tout à l'heure d'accepter, de rassembler les différentes parts de nous. Est-ce qu'il est possible de rassembler les idées clés qui nous permettraient de nous mettre sur le chemin de l'éveil, les leçons les plus importantes que tu pourrais nous transmettre, Ouais. et notamment, Dieu. tu avais évoqué la nécessité de s'accueillir dans tout Oui, ce qu'on alors, est, oui, sans alors, jugement. Et on ne te sans voit plus, mais jugement. Oui, alors bon, bah, si vous m'entendez, c'est déjà ça. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement s'accueillir sans jugement, accueillir toutes les parts de soi. On peut être en colère, on peut être fâché, on peut avoir des défauts, mais il faut les accueillir. On est comme ça, on est des êtres humains, on n'est pas que des consciences éveillées. Donc il faut s'accueillir dans toutes ces parts. Après, quand on s'accueille, et bien là, on peut se dire, je vais commencer à travailler et à parler à ces parts en disant, bon, bah ok, je suis comme ça, mais parce que c'est pas de ma faute, j'ai des blessures d'enfance, de société. Et donc, il va simplement falloir que je sais que je suis comme ça, ben, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça aille vers le mieux. Et en fait, au fur et à mesure, les choses s'effacent. Mais on reste des êtres humains. Après, il y a aussi d'autres choses, moi, qui m'avaient marqué, c'est que dans cet éveil de conscience, euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de discernement. Euh, Moi, j'estime, en tout cas, j'essaye d'avoir à chaque fois du discernement pour les choses. C'est-à-dire, justement, par rapport au mental, je sais quand il vient. Euh, et quand il vient, bah, c'est pas juste. Ce que j'ai pensé, ça n'est pas juste. Et c'est tout. Et ben, c'est pas grave. Et donc, des fois, il y a des thérapeutes holistiques, etc., qui, pas tous, hein, bien sûr, hein, c'est pas, mais qui vont dire, je peux me connecter tout le temps, 24 heures sur 24. Mais des fois, il faut pouvoir dire que la conscience éveillée, c'est pas ça. C'est quand c'est juste, c'est juste. Moi, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi d'un point de vue énergétique? Ben, je leur dis, ben, écoutez, s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, mais s'il se passe rien, il se passe rien. C'est parce que c'est juste, tout simplement. Donc, il faut être honnête, en fait. Hein. Honnête, il faut avoir du discernement, il faut s'observer de l'extérieur, il faut faire confiance à la vie aussi. Mhm. Et ouvrir son cœur à la nature, au vivant. C'est ça aussi, être éveillé. C'est ouvrir son cœur à... C'est entendre avec le cœur, en fait. Entendre avec son cœur. Avant, je ne pouvais pas comprendre ce que ça voulait dire. Mais maintenant, je comprends. Là, par exemple, actuellement, je te vois avec les yeux du cœur parce que je te vois plus dans la vidéo. Voilà. Et bien, c'est ça. Moi aussi, je vois plus rien, mais bon, si vous entendez, tant mieux. On Mais vit un voilà, test collectif c'est de ça. vision du cœur. Et c'est entendre avec son cœur. Et Mm. ça, c'est quelque chose d'important. C'est le ressentir avec amour, en fait. Et, Mhm. et, et, et ça, enfin, moi, je sais que je l'étais pas avant. Je ne ressentais pas les choses comme ça. Et maintenant, je les ressens comme ça.
ressentir, accueillir avec amour les choses. C'est pareil quand on me disait, oui, mais la spiritualité, c'est l'amour, c'est l'amour. Je dis, mais oui, mais c'est l'amour, mais moi j'aime. Moi j'aime mon mari, j'aime mes enfants, bon, voilà, c'est ok. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est ressentir dans son cœur, à travers son cœur. C'est un peu comme si il se passe quelque chose là. Là, ça parle. Je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Ça se passe là, quoi. Ça se passe là aussi parce qu'on est content, mais c'est là que ça se passe. C'est apprendre à ressentir avec son cœur et toutes les choses de la vie. Avec le centre du cœur, mais avec discernement. Mais avec discernement. Parce qu'effectivement, moi je vois bien, d'ailleurs j'en parle avec Isnoé, hein. La dernière fois je leur ai dit, j'ai rêvé, c'était la première fois que ça m'arrivait, et entre deux rêves, j'entends une voix qui dit « tu as le Covid ». Bon, ma fille avait le Covid, donc voilà. Et donc on a vécu ça, voilà, on a fait comme tout le monde, hein, voilà. Et en fait, du coup, j'en parlais à Isnoé en leur disant, voilà, rêve, il s'est passé ça, 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 on verra. Et là, j'ai pas dit à tout le monde, oui, ça y est, je sais, je savais, machin. Bon, non. Mais j'ai pas eu le Covid. Je l'ai pas eu. Et donc, c'était pas juste. Mais je le reconnais, c'était pas juste. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je voulais savoir si c'était juste ce type d'information-là. C'était pas juste. Donc, et c'est comme ça qu'on apprend, en fait, à s'éveiller. C'est en faisant des erreurs comme un enfant. Hein. Il apprend à marcher. Et puis, il tombe. Et puis, à un moment donné, il a compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et donc, les expériences, je les vis comme ça. Et c'est pour ça que je donne ces analyses-là dans mes livres, en fait. Hein. Dans le deuxième, surtout. Parce qu'en fait, c'est issu aussi de beaucoup d'expériences où je me suis trompée. Et je me suis relevée. J'ai réessayé. Et j'ai dit, là, c'est juste. Donc, quand il m'arrive ça, c'est juste. Quand il m'arrive pas ça, c'est pas juste. Voilà. Bien, merci beaucoup, Aurore Larcher, d'avoir été parmi nous, de nous avoir inspirés aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je recommande, bien sûr, beaucoup de personnes qui nous ont suivis aujourd'hui témoignent de l'excellence de tes livres. Donc, beaucoup de recommandations. Voilà, et c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'étais ravie de vous retrouver en ligne et très heureuse de vous faire connaître Aurore et de mieux apprendre ce que ton parcours, ce que ton témoignage peut nous apporter à chacun sur notre chemin. Voilà, pour toujours plus d'unité en soi. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. C'était très, très gentil. Bonsoir à tous, bonne journée ou bonsoir. Et puis on se retrouve le 22 avril pour le grand lancement de l'émission Médoc et vous, un nouveau rendez-vous mensuel avec des médecins et des guérisseurs pour que vous puissiez dialoguer en toute transparence et en toute confiance pour rétablir une société souveraine au niveau de sa santé. Voilà, saine de corps et d'esprit. C'est le rendez-vous que je vous propose dès le mois d'avril. Donc c'est le 22 avril et toutes les informations sont sur mon site suneva.ca. Merci de nous avoir suivis. Merci de ta présence, Aurore. Avec plaisir. Et bonne continuation dans ton parcours, hein, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.